Que faut-il retenir cette semaine dans l'actualité des affaires? C'est ce dont on discute chaque fin de semaine avec nos deux chroniqueurs. Alain McKenna, journaliste au service économie du journal Le Devoir et concepteur et animateur du balado Une tasse de tech. Et Fabien Major, professionnel de la finance, sans doute le professionnel de la finance le plus connu au Québec, également chroniqueur à Info Bref Votre Argent et aussi concepteur et animateur du balado Le Planif. Première chose à retenir cette semaine, l'intelligence artificielle, on en parle régulièrement depuis des années, mais cette semaine, des nouveaux produits sont venus susciter quelques inquiétudes auprès des créateurs. Alors on parle de deux produits, dont un qui a été lancé récemment et un autre qui a fait beaucoup parler cette semaine. Alain. Oui, on franchit, disons-le comme ça, une nouvelle frontière en intelligence artificielle avec une application et un service web qui est en développement. L'application, c'est l'application qui s'appelle Lensa AI. C'est une application qui est plus ludique, là, qui se veut destinée à des gens qui ont une présence en ligne, qui veulent un peu rehausser l'allure de leur image en ligne. L'application permet de créer ce qu'ils appellent des avatars magiques. Ça repose sur un système, un algorithme en fait de renforcement machine qui s'appelle Stable Diffusion, qui est un truc connu là, des chercheurs en intelligence artificielle, qui permet de générer des images à partir d'un simple texte. Et dans le cas de l'application, ce qu'on fait, c'est qu'on soumet des égo-portraits de soi-même et elle génère elle-même ensuite, ça lui prend quelques minutes, des images de l'art numérique, des images, disons, artistiques de son propre portrait qu'on peut ensuite évidemment utiliser un peu partout sur les réseaux sociaux pour sa propre photo finalement, comme par exemple sur Facebook. Ça crée donc des avatars magiques qui s'inspirent parce que c'est du renforcement machine, l'outil s'inspire de ce qui existe déjà sur l'Internet. Donc, va chercher beaucoup de choses qui sont en fait des œuvres créées par des artistes de l'art numérique. Alors, évidemment, les possibilités sont très grandes, mais ça fait beaucoup discuter parce que justement, on touche à une frontière entre ce qui est la création et ce qui est un peu aussi le plagiat. Donc, il y a des questions de ce côté-là. Et la même chose se produit avec l'autre application qui est un service web qui vient d'être mis en ligne il y a 10 jours, qui s'appelle ChatGPT. GPT en référence à l'outil, à l'algorithme, en fait, qui s'appelle GPT-3. C'est assez technique, mais ça, c'est un autre outil d'apprentissage machine qui puise dans l'Internet pour générer du texte naturel. Donc, ce qu'on peut faire, c'est lui poser une question tout à fait normale. Par exemple, peux-tu me dire qui est René Lévesque? Et l'application va répondre en un texte très suivi, comme un travail scolaire, en fait, qui est René Lévesque dans ce cas-ci, ou d'autres questions de même genre. L'application est assez sophistiquée parce qu'on peut, évidemment, demander des choses dans plusieurs langues, français, anglais, ainsi de suite. On peut lui demander aussi de résoudre des formules mathématiques. On peut lui demander même de programmer du code. Il y a des gens qui ont demandé, fais-moi un logiciel pour WordPress, par exemple, qui est un hébergeur, un système de gestion de contenu pour site web. Et le service ChatGPT est en mesure de le faire. Donc, c'est assez intéressant de ce point de vue-là, point de vue académique. Évidemment, l'outil a été mis en ligne, est accessible gratuitement. Donc là, les gens s'en donnent à cœur joie de créer du contenu à partir de cet outil-là. Et là encore, évidemment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de potentiel pour faire des choses très positives. Mais il y a aussi un risque de faire des choses un peu plus négatives, disons. Alors ça, ce sont deux applications d'intelligence artificielle qui sont un peu dans les mains des gens, que les gens peuvent s'approprier, jouer avec, ce qui fait que ça rend l'intelligence artificielle plus concrète d'une certaine façon pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens y voient un gros potentiel, mais ça inquiète aussi à plusieurs égards, Alain. C'est le côté négatif, en fait, que les gens sont assez rapides de soulever. Là, dans le cas de Lensa, évidemment, ça repose sur le même genre de processus qu'on a vu avec un autre système qui s'appelle DALL-E, qui est un autre outil de génération d'images, qui, dans les deux cas, on utilise un peu la même formule, s'inspire d'œuvres numériques qui existent déjà. Donc, il y a des questions de droit d'auteur. Est-ce qu'on respecte le droit d'auteur des créateurs originaux de ce style de contenu visuel-là? Dans le cas de Lensa, quand on l'utilise, il y a dans le guide d'utilisation, dans l'accord d'utilisation, une clause qui dit que le contenu qu'on remet et qui est produit est libre de droit, libre de royauté et perpétuellement. Donc, ils peuvent réutiliser non seulement le contenu des créateurs, mais aussi l'image que les gens déposent sur leur serveur. Dans le cas de ChatGPT, c'est un peu plus inquiétant parce que ça inquiète au niveau académique, entre autres, parce que ça produit du texte authentique, donc c'est pas du repiquage, mais ça s'inspire de sources évidemment qui ne sont pas nécessairement citées, mais le produit final, lui, peut être utilisé pour tricher, si on veut, dans un cas de recherche académique, de travail scolaire, que ce soit au niveau secondaire ou cégep ou peu importe. Et donc évidemment, cette facilité de produire du texte scolaire inquiète
les gens qui pensent que ça pourrait servir, des étudiants un peu paresseux qui veulent tricher un examen ou un travail dans ce sens-là. Mais on peut aussi créer plein d'autres trucs. On peut lui demander de créer un texte pour un média, par exemple, puis ça pourrait le faire. Et ce serait très difficile de trouver la source parce que chaque nouveau texte est créé de façon authentique et originale. Donc, évidemment, bien des gens s'inquiètent de ces enjeux-là qui sont liés, évidemment, à droit d'auteur, mais aussi l'authenticité du travail fait. Est-ce qu'il y a des parades faciles auxquelles on peut penser par rapport à ces produits-là et ces risques-là? Ben, c'est très embêtant parce qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. On pourrait dire, est-ce qu'on peut encadrer la technologie? Mais je parlais des experts du secteur et ce qu'on dit, c'est un peu comme dire, est-ce qu'on peut encadrer les mathématiques? Dans le sens où c'est quelque chose qui existe, qui est très large, qui n'a pas d'application précise. Mais ce qu'on dit, c'est que peut-être que la meilleure façon d'agir, c'est de trouver des applications où c'est de plus en plus utilisé. Et dans ce contexte-là, créer d'un cadre, dire, ben, c'est utilisable ou pas, de telle façon ou pas, et de là dire, ben, voici les limites, et si on en fait ces limites-là, ben là, clairement, c'est pas permis. Mais évidemment, on le sait, là, les cadres, que ce soit légaux ou scolaires ou peu importe, prennent beaucoup de temps et sont déjà en retard sur les plus récentes technologies, et ces technologies viennent d'apparaître, donc on sent que ça va prendre du temps avant qu'on s'ajuste là, par rapport à ce que ces nouveaux outils-là permettent de faire. Là. Deuxième chose à retenir cette semaine. Le gouvernement du Québec se prépare pour des jours qui pourraient être difficiles dans l'année 2023 avec un contexte économique qui est moins positif que ce qu'on pouvait penser il y a encore quelques mois. Fabien. Oui, effectivement, le ministre Girard hier a déposé sa mise à jour économique pour le Québec pour les prochaines années et clairement, on va passer d'un PIB, produit intérieur brut de la province de 3,1 ça va passer à 0,7 en 2023, mais ça pourrait aussi être dans le négatif. Si c'est négatif 2 trimestres de suite, c'est ce qu'on appelle une récession. C'est très technique. Les gens ont souvent tendance à faire des raccourcis et à faire en sorte que récession signifie dépression. On n'est pas encore là. Mais le ministre Girard a quand même tenu à préciser que s'il y a donc des jours sombres qui s'en viennent, au niveau de l'emploi, on a une espèce de tampon puisqu'il y a vraiment un taux de chômage très, très faible. C'est le plein emploi à 3,8 %. Moi, j'ai jamais connu un taux de chômage aussi faible dans la belle province. Et si donc il se crée un peu de chômage, il y aura certaines difficultés, mais pas de grandes difficultés à se trouver un emploi quand même. Là où il a fait une précision, c'est que ce sera difficile au niveau des propriétaires. Les nouveaux propriétaires, surtout ceux qui ont acheté avec des surenchères dans l'immobilier et qui avaient, par exemple, un taux variable, et ils risquent d'avoir certaines difficultés budgétaires. Et ça, dès maintenant, puisque on sait cette semaine, ben, la Banque du Canada a haussé son taux directeur et puis il est quand même très élevé. On va peut-être même franchir les 5 % d'ici quelques mois. Alors, les taux d'intérêt et puis combiné aussi à un ralentissement généralisé de l'économie qui est un peu la conséquence de l'inflation, des augmentations de taux et la sortie de la pandémie. Tout ça augure peut-être mal pour l'économie en 2023. Et c'est pour ça qu'on veut aussi apporter des solutions. Et puis donc il y a dans ce qui a été annoncé et puis dans la volonté qu'on sent, la volonté de se préparer pour des jours qui pourraient être difficiles, en mettant déjà de l'argent de côté et puis en ayant déjà des solutions ou des aides qui pourraient venir atténuer les effets d'une récession possible. Effectivement, quand on regarde les sommes de côté, ben, le gouvernement va dépenser vraiment, c'est colossal. On parle de plus de 13 milliards de dollars, justement, ce qu'il appelle son bouclier anti-inflation, qui est constitué d'une bonification du montant pour le soutien aux aînés. Les 70 ans et plus vont pouvoir recevoir jusqu'à 2 000 $ de compensation. Et puis, ce 2 000 $ eh ben, c'est pour ceux qui gagnent en général moins de 25 000 $ par année. Il y a un versement ponctuel, les fameux 400 ou 600 $ dont il faut se méfier aussi avec notamment son SMS, son texto, puisqu'il y a bien des fraudeurs qui se font passer pour le gouvernement. Ça, c'est 3 milliards et demi, 8 milliards pour la première mesure. Ensuite, limiter l'indexation des tarifs. Avec le gouvernement, tous les jours, on fait affaire avec des guichets gouvernementaux et en principe, des tarifs devraient augmenter et suivre l'inflation. L'inflation cette année, pour Retraite Québec, c'est 6,4 %, mais on va limiter l'indexation des tarifs à 3 %. Et ça a un coût, ça. Le coût est de 1,65 milliard de dollars pour un grand total de 13 milliards. C'est le coût du fameux bouclier anti-inflation pour le gouvernement de la CAQ. À quel point est-ce qu'on doit
s'inquiéter, nous, du contexte, je dirais, comme à la fois comme consommateurs, comme employés, comme entrepreneurs, comme investisseurs, du contexte particulièrement au Québec. Les dernières fois qu'il y a eu des crises économiques, le Québec s'en est mieux sorti à cause d'un filet social, à cause d'interventions gouvernementales, à cause d'une structure économique qui est un peu différente. Est-ce qu'on peut se sentir aussi relativement protégé dans l'environnement qui se prépare? Il n'y a pas une crise qui est semblable à une autre et lorsque on est dans une province où il y a de nombreuses PME, en fait, c'est le moteur, c'est le cœur de l'emploi au Québec, ça fait en sorte qu'on a une résilience, on dirait, on est plus rapide à s'adapter aux situations. Peut-être que ça va nous aider encore une fois, mais il est clair que je dirais le point mort, l'angle mort, lorsqu'on parle de ralentissement économique, c'est au niveau des entrepreneurs. Les entrepreneurs souffrent aussi des augmentations de taux d'intérêt et ça pourrait donc ralentir l'économie plus qu'on le pense. On va surveiller ça de près, mais quand une entreprise a emprunté, entre autres une PME pour de la machinerie et puis les taux passent de 6, 7, 8, 9, 10%, il est certain qu'on ne peut pas augmenter les salaires, on ne peut pas augmenter le prix de ce qu'on charge à nos clients de façon démesurée et d'autres fois, il n'y a pas d'autre solution que de ralentir la cadence et même faire des mises à pied. On verra bien. Fabien, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine dans ton balado Le Planif? Il y a deux choses. Je reçois en fait trois invités. Il y a Stéphane Desjardins, journaliste au Journal de Montréal et de Québec, qui parle des investisseurs dans les cryptos qui ont perdu des sommes colossales. Que faire dans pareilles circonstances? Comment pourrait-on, entre autres, déduire ces pertes en capital avec les cryptos? On aborde ce sujet avec lui et on reçoit deux gestionnaires de la firme mondiale PIMCO, un gestionnaire institutionnel qui gère des milliards en revenus fixes, c'est-à-dire en obligations. Ils sont d'avis que 2023 va être une année formidable pour les détenteurs de titres obligataires et ce sera bien un rebond qu'il va falloir surveiller de très près et qui peut être salutaire pour ceux qui ont eu des pertes intéressantes, je devrais dire plutôt des pertes importantes en 2022 dans leur portefeuille d'investissement. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ta chronique Conseils pour vos finances dans notre infolettre du samedi, Info Bref, votre argent? On parle aux professionnels et également aux propriétaires d'entreprises qui sont tentés par les fonds distincts. Ce sont des fonds d'investissement émis par les compagnies d'assurance. On les vante en raison de leur garantie, soit du capital à l'échéance ou encore en cas de décès. Mais selon moi, ce sont des garanties très facultatives. Les attraits principaux sont surtout du côté de l'insaisissabilité et aussi la rapidité à verser les sommes en cas de décès. Et je décris justement tout ça en détail dans cette chronique. Alain, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine dans ton balado Une tasse de tech? On donne des exemples en fait de l'application Lensa dont on parlait tout à l'heure. On a aussi sorti, parce que l'air de rien, c'est la 40e balado qu'on fait cette année. Et c'est d'ailleurs la dernière avant Noël et on en profite pour ressortir nos coups de cœur techno qui donnent, parce que c'est quand même la saison des fêtes, là, qui donnent certainement des bonnes idées cadeaux pour les gens qui veulent des suggestions de gadgets là, à donner, glisser sous le sapin. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ta chronique Meilleurs produits techno dans notre infolettre Info Bref, votre argent? Un peu dans la même lignée, on a des idées techno de cadeaux pour contexte de travail, que ce soit au bureau, à la maison, au télétravail ou peu importe. Quelques idées qui peuvent plaire aux gens qui travaillent très fort et qui font de très beaux cadeaux, pas très chers nécessairement. Merci à vous deux. On vous retrouve la fin de semaine prochaine pour un autre épisode à retenir cette semaine de notre balado Info Bref, votre affaire. Info Bref, affaire. Balado dans lequel je vous retrouve moi tous les matins pour vous donner l'essentiel des nouvelles économiques, technologiques et financières en 5 minutes sur toutes les plateformes de balado. Maintenant aussi depuis quelques jours sur l'assistant personnel Google. Si vous voulez nous écouter le matin, nous mettre dans votre routine quotidienne, vous allez trouver Info Bref Affaires dans les actualités, dans la rubrique économie. D'ailleurs, le seul contenu en français québécois dans cette rubrique-là. Merci, à bientôt.